et 18 juin 1940, base aérienne de Dijon et de la France. L'air est lourd, chargé d'une humidité poisseuse qui colle les uniformes à la peau. Les moteurs des Dewoitine D520 rugissent en cadence, un grondement sourd qui fait vibrer le sol de béton craquelé. Au loin, les explosions des batteries anti-aériennes allemandes crachent des éclats orangés dans le ciel crépusculaire, comme des feux d'artifice macabres. Vous sentez l'odeur âcre du carburant aviation, mêlée à celle de la sueur et du métal chauffé. Les officiers courent entre les hangars, leurs bottes claquant sur le tarmac, tandis que les mécanos s'activent autour des avions, vérifiant les mitrailleuses de 7, 5 mm et les réservoirs d'essence. Le capitaine Henri Duval, commandant de l'escadrille GC IP-8, essuie la sueur de son front d'un revers de manche. À 32 ans, il a le visage marqué par des nuits sans sommeil, les yeux plissés par le doute qui ronge les hommes depuis que les Panzers ont franchi la Meuse. « Allez, les gars, on n'y va pas pour une promenade à Fontainebleau », grogne-t-il à ses pilotes, regroupés près de leur appareil. Il y a là le lieutenant Pierre Laurent, 23 ans, un gamin de Paris avec un sourire trop confiant, et le sergent Marcel Roux, un Provençal trapu qui mâchonne un brin d'herbe pour masquer sa peur. L'escadrille compte 12 Morane Saulnier MS 406, des chasseurs légers mais fiables, armés pour intercepter les Messerschmitt Bf 109 qui pullulent dans les cieux. Le radio de la base grésille soudain, un sifflement strident qui coupe les conversations. Duval attrape le combiné, son cœur battant la chamade. La voix du colonel Bertrand, depuis le quartier général de Paris, est tendue, presque mécanique. Ordre direct du haut commandement. Toute l'escadrille doit décoller immédiatement pour couvrir le secteur de Reims. Interception prioritaire des formations ennemies au-dessus de la Marne. Pas de retour sans confirmation de succès. Duval fronce les sourcils. Couvrir Reims, c'est une folie. Les rapports d'espions indiquent que la Luftwaffe prépare une offensive massive là-bas, avec des escadrilles entières de Heinkel Hussons et de Junkers Ju-87 Stukas. 9 escadrilles françaises au total, dont la leur, ont reçu le même ordre absurde. Foncer tête baissée dans un piège tendu par les Allemands, sans appui au sol, ni renforts alliés. « Colonel, c'est du suicide. Les radars sont HS et nos MS 406 n'ont pas la portée pour. » Mais la ligne coupe net, un silence mortel. Duval repose le combiné, le poids de l'ordre s'abattant sur ses épaules comme un sac de sable. Il rassemble ses hommes, leur voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. On décolle dans 5 minutes. Formation en V, altitude 4000 mètres. Pierre, tu prends l'aile gauche. Marcel, couvre-moi à droite. Les pilotes hochent la tête, mais leurs yeux trahissent l'incrédulité. Laurent ajuste son parachute, ses mains tremblant légèrement sur les sangles. « Capitaine, pourquoi on nous envoie là-bas sans escorte ? Les Anglais sont à Dunkerque, ils peuvent pas nous aider. » Duval hausse les épaules, masquant son propre désarroi. « Ordre du haut commandement. On est la France, les gars, on tient la ligne. » Les propulseurs hispano-suiza des MS-406 tous puis rugissent à pleine puissance. Un à un, les avions s'élancent sur la piste, leurs roues soulevant des nuages de poussière. Vous êtes là, dans le cockpit avec Duval. Le vent fouettant le pare-brise alors que l'appareil grimpe, le manche vibrant sous vos doigts. Le sol s'éloigne, Dijon rapetisse en un amas de toits et de fumée. À l'horizon, le soleil se couche dans un bain de sang, teignant les nuages de rouge. Les autres escadrilles, GC-2-7, GC-3S-6 et tant d'autres, au total 9 formations françaises, décollent en écho, un essaim de libellules vers la mort. En vol, la radio crépite à nouveau. Des voix paniquées fusent. Ici, GCI-5. On voit des éclaireurs ennemis à 10 km. Des BF 109. Au moins une douzaine. Duval serre les dents, poussant les gaz. Les instruments dansent. Altimètre à 3500. Vitesse 450 km/h. Le ciel est clair, mais l'air vibre d'une tension palpable, comme avant l'orage. Soudain, un point noir apparaît au nord-est, un E-111 isolé, ses moteurs diesel grondant. « À l'attaque !
ordonne Duval. Ses hommes piquent, les mitrailleuses crachant des rafales, les balles traçantes zèbrent l'air, ricochant sur la carlingue ennemie. L'avion allemand fume, mais riposte avec ses canons de 20 mm. Une explosion illumine le ciel, un MS. 406 de l'escadrille voisine explose en boule de feu, ses débris pleuvant comme une averse de métal. La formation se resserre, mais le doute s'insinue. Pourquoi cet ordre? Les généraux à Paris, terrés dans leurs bunkers, ignorent-ils les rapports de la 2e division blindée du général de Gaulle, qui signale déjà l'encerclement? Duval jette un œil à son tableau de bord. Le carburant diminue vite. Reims est encore loin, et les premiers Stukas hurlent déjà leur sirène de la mort, annonçant le carnage. Pierre Laurent, à sa gauche, signale par radio. « Capitaine, j'envoie une vingtaine au sol, prêts à décoller. C'est un guet-apens. » Duval ne répond pas. Il sait que l'ordre absurde vient d'en haut, une décision prise dans l'urgence, sans intelligence précise ni carte à jour. Les Alliés fuient vers le sud, et voilà que 9 escadrilles françaises sont sacrifiées pour un mirage de résistance. Le combat s'intensifie. Un Bf 109 fond sur eux, ses ailes noircies par la croix gammée. Duval vire sec, son avion gémissant sous la pression. Les balles sifflent, perçant le fuselage. Vous sentez la chaleur monter, l'adrénaline qui affûte les sens. Marcel Roux abat un ennemi. Un cri de triomphe dans la radio. Mais un autre MS, 406, pique du nez en flammes. 3 pertes déjà, et ils n'ont pas atteint la Marne. L'ordre absurde les entraîne dans un vortex, où chaque seconde compte, où la peur se mue en rage froide. Au cœur de cette mêlée, Duval murmure pour lui-même « Pour la France », mais au fond, il sait que ce n'est que le début d'un cauchemar qui engloutira des centaines de vies. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Le ciel au-dessus de la Champagne s'assombrit rapidement, les derniers rayons du soleil perçant à travers les traînées de condensation des avions ennemis. Les MS-406 de l'escadrille GCI-8 filent en formation serrée, leurs moteurs hispano-suiza poussés à la limite, un vrombissement incessant qui masque à peine les cris dans les radios. Duval maintient le cap sur Reims, ses yeux rivés sur l'horizon où des nuages bas s'amoncellent comme un linceul. Vous sentez le jet qui vous plaque au siège, le manche glissant sous vos gants moites, tandis que l'altimètre oscille autour de 4500 mètres. L'air est froid, mordant à travers les joints du cockpit, et l'odeur de caoutchouc brûlé s'infiltre quand un éclat d'obus frôle la queue de l'appareil. « Capitaine, on perd du carburant, le réservoir est touché », signale Pierre Laurent par radio. Sa voix chevrotante malgré l'effort pour rester calme. Duval jette un œil à son propre indicateur, à peine la moitié restante pour un aller simple, sans compter le retour qui semble de plus en plus hypothétique. Les 9 escadrilles françaises, un total de plus d'une centaine d'appareils, des GC, I3, 2, 4 et les autres, convergent vers le même point, un essaim désordonné, guidé par des ordres radio impersonnels. Aucune coordination réelle, juste des transmissions hachées du haut commandement. Maintenez la pression sur la Marne. Pas de retraite. Mais sur le terrain, c'est le chaos. Les rapports des éclaireurs alliés, venus de la Royal Air Force en déroute, indiquent que les Allemands ont anticipé tout cela. Leur radar fraya, balayant les approches bien avant. Soudain, le hurlement caractéristique des sirènes des Junkers Ju-87 Stukas déchire l'air, un son qui glace le sang, comme le cri d'un démon mécanique. En bas, sur les plaines de la Marne, les bombes s'abattent sur les positions françaises. Les canons de 75 mm de la 45e division d'infanterie crachent en vain, leurs obus explosant trop court contre les vagues de Heinkel 111 qui larguent leur chargement de 1000 kilos. Duval plonge son MS 406 visant un Stuka qui pique sur un convoi de Renault R-35. Les mitrailleuses de 5 mm aboinent, 6 coups par seconde, et l'avion allemand vacille, sa queue arrachée par les impacts. Il s'écrase en vrille, une colonne de fumée noire marquant sa tombe. « Bien joué, capitaine !» exulte Marcel Roux, mais sa joie est de courte durée. Un essaim de Messerschmitt Bf 109. Eux surgit du soleil couchant, leurs moteurs Daimler-Benz rugissant comme des loups affamés.
au moins une staffelle entière. Une vingtaine d'appareils pilotés par des as de la Luftwaffe, entraînés sur le front ouest depuis la Pologne. Ils fondent sur les formations françaises dispersées, leurs canons de 20 mm, les mitrailleuses MG-17, semant la mort. Duval vire à droite, évitant de justesse une rafale qui déchiquette l'aile d'un MS, 406 de l'escadrille GC-36 voisine. L'avion explose en une gerbe de flammes. Le pilote, un jeune sous-lieutenant nommé Jacques Moreau, à peine sorti de l'école de Cognac, n'ayant même pas le temps d'éjecter. Vous entendez son cri étouffé dans la radio, un gargouillis qui s'éteint abruptement, et le cœur vous serre comme si c'était le vôtre. La mêlée devient un balai mortel, des virages serrés à 500 km/h où chaque seconde est une roulette russe. Pierre Laurent abat un Bf-109 d'une passe magistrale, ses balles traçantes perforant le radiateur. L'Allemand fume et pique, mais un autre le prend en chasse. « Ah, mon 6 Marcel, couvre-le » hurle Duval, inversant son virage pour intercepter. Les jets forcent vos poumons, la vision périphérique s'assombrit au bord et l'adrénaline affûte tout. Le tic-tac de l'horloge, le grésillement de la radio, le sifflement des balles. Roux arrive juste à temps, son MS, 406 crachant une salve qui force l'ennemi à rompre. Mais le prix est lourd. 2 autres avions français tombent, un du GC-2-7 touché au moteur et un du GCI-5 pulvérisé par un canon anti-char Flak 88 monté sur un camion au sol. Dans les bastidors de ce carnage, loin des cieux, l'ordre absurde prend racine. À Paris, dans les couloirs enfumés du ministère de la Guerre, le général Maurice Gamelin, chef d'état-major, a validé la directive sur la base d'informations erronées. Les services de renseignement 2e bureau, affaiblis par les purges et les fuites, ont sous-estimé la force de la 8e armée aérienne allemande, commandée par le maréchal Albert Kesselring. Pas de carte précise des positions ennemies, juste des suppositions hâtives issues de vols de reconnaissance incomplets. Les 9 escadrilles, un sacrifice calculé pour fixer les forces de la Luftwaffe et couvrir la retraite de l'armée de Paris vers le sud, ignorent qu'elles volent à l'aveugle. Aucune liaison avec les unités au sol, comme la 14e division d'infanterie, qui se replie en désordre sous les tirs des Panzer IV. Les radios françaises, encombrées par les interférences allemandes, ne transmettent que des ordres contradictoires. « Avancez !» puis « Tenez position !» semant la confusion. Duval émerge d'un tonneau, son avion tremblant, une fuite d'huile tachant le pare-brise. Il compte ses hommes. 8 restants sur 12, et les autres escadrilles signalent des pertes pires, près de la moitié des appareils hors combat. On approche de Reims, les gars. Objectif, couvrir le pont de la Marne. Pas de quartier. Mais intérieurement, la rage monte. Cet ordre, dicté par des généraux qui n'ont pas vu un seul Bf-109 de près, envoie des garçons comme Laurent, ce Parisien rêveur qui voulait être aviateur pour impressionner sa fiancée, droit dans la gueule du loup. Marcel Roux, à droite, signale un nouveau groupe, des Ju 88 capitaines, bombers rapides avec escorte. Les Junkers Ju 88A1, plus maniables que les E-111, piquent déjà, leurs sirènes hurlant pour désorienter. Le combat reprend de plus belle. Duval mène une charge désespérée, ses MS 406 slalomant entre les traînées de mitrailleuses. Une explosion illumine le ciel à proximité. Un Stuka abattu par un allié chanceux. Mais un Bf-109 riposte, fauchant un MS 406 du GC-36. Le pilote saute en parachute, flottant comme une feuille morte vers les lignes ennemies où les mitrailleuses au sol l'attendent. Vous imaginez sa terreur, le vent le poussant vers l'inconnu, tandis que Duval pousse les gaz pour intercepter un bombeur. Les balles ricochent, perçant le réservoir. L'odeur d'essence envahit le cockpit. « Tenez bon !» crie-t-il dans la radio, mais sa voix se brise quand il voit Pierre Laurent piqué en flammes, touché par un éclat de 20 mm. « Pierre, éjecte-toi, bon sang !» Laurent ne répond pas. Son avion s'écrase près de la Marne, une boule de feu qui illumine les vignobles en feu.
5 pertes maintenant pour l'escadrille, et les autres formations françaises saignent abondamment, 20 appareils au total descendus en moins de 20 minutes. Les Allemands, supérieurs en nombre et en altitude, dictent le rythme, leurs pilotes comme Werner Mulder accumulant les victoires. Duval resserre la formation survivante, mais le carburant clignote rouge. Reims est en vue, ses cathédrales gothiques se dressant comme des ombres au milieu du chaos, bombardées par des vagues incessantes. L'ordre absurde les a menés ici, au cœur du piège, où chaque virage est un pari sur la vie. Pourtant, au milieu de la fureur, une lueur de défi persiste. Marcel Roux abat un autre BF 109, son cri triomphant résonnant « Pour Pierre ». Mais Duval sait que le pire est à venir. Les renforts allemands affluent, et sans appui, cette mission tournera au massacre. Le ciel s'emplit de nouveaux hurlements, et la nuit tombe, enveloppant le champ de bataille d'un voile impitoyable. La nuit s'abat sur la Marne, comme un manteau de plomb, étouffant les flammes des épaves qui parsèment les champs en contrebas. Les MS 406 restants de l'escadrille, GC-I-8, naviguent à tâtons dans l'obscurité, leurs phares d'atterrissage clignotant faiblement pour maintenir la formation, un risque mortel qui attire les prédateurs. Duval ajuste son masque à oxygène, l'air raréfié à 5000 mètres piquant ses poumons, tandis que le froid s'insinue par les fissures du cockpit. Vous sentez le frisson de l'altitude, le vrombissement du moteur hispano-suiza qui semble maintenant un murmure épuisé, et l'odeur persistante d'huile et de cordite qui imprègne tout. La radio grésille par intermittence, des voix fantômes des autres escadrilles, GC 2, 4, I-7, et les survivants des 9 formations, suppliant pour des renforts qui ne viendront pas. « Capitaine, Reims à 2 minutes, le pont est sous feu », annonce Marcel Roux, sa voix rauque filtrant à travers les parasites. Duval scrute l'horizon noir, où des éclairs sporadiques illuminent les silhouettes des Junkers Ju-88 qui harcèlent les positions françaises. Les bombes de 500 kilos s'abattent sur le pont de pierre, un vestige romain qui craque sous les impacts, tandis que les canons anti-aériens de la 3e division légère mécanique tirent à l'aveugle, leurs obus de 37 mm traçant des arcs inutiles dans le vide. Les 9 escadrilles, réduites à une poignée d'appareils épars, peut-être 60 au total, contre les vagues incessantes de la Luftwaffe, tentent de se regrouper, mais la coordination est un mirage. Les ordres du haut commandement, relayés depuis un PC souterrain près de Vichy, insistent « protéger le franchissement à tout prix ». Les renforts britanniques sont en route. Mensonge. Les hurricanes de la RAF, cloués au sol par le mauvais temps à Dunkerque, ne peuvent rien. Un nouveau hurlement de Stuka perce la nuit. Plus proche cette fois, ces sirènes Jéricho conçues pour briser les nerfs. Duval plonge instinctivement. Son MS. 406 gémissant sous la manœuvre, les ailes frôlant les nuages bas. Vous êtes plaqué contre le siège, le monde tournoyant en un kaléidoscope de noir et d'éclairs, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Les mitrailleuses crachent dans le vide, ratant la cible qui émerge. Un Ju-87G, modifié pour le piqué nocturne, larguant ses bombes sur un groupe de l'Afli S-15T qui évacue des blessés. L'explosion illumine la scène, des camions projetés en l'air, des hurlements étouffés montant du sol, et Duval riposte, ses balles de 7, 5 mm arrachant un morceau d'élévateur à l'ennemi. Le Stuka vacille, heurte un arbre et s'écrase dans un vignoble. Une victoire amère qui ne compense pas la perte d'un autre MS. 406 du GCI-3, fauché par les débris. Marcel Roux, à la droite de Duval, pousse son avion dans un virage serré pour couvrir un allié en difficulté. J'ai un BF-110 sur la queue, escorte lourde, canon de 20 mm, crie-t-il. Les Messerschmitt BF-110C, Zersterer comme les appellent les Allemands, patrouillent en meute, leur radar primitif Liechtenstein détectant les échos des moteurs français. Duval inverse sa trajectoire, le jet forçant une nausée qui monte en gorge et intercepte le chasseur bimoteur. Une rafale précise touche le réservoir. L'appareil ennemi explose en une boule orangée. Ses 2 membres d'équipage, pilote et observateur, disparaissant dans les flammes.
Bien joué, Marcel, resserrez sur moi, ordonne Duval, mais sa voix trahit la fatigue, un filet de sang coulant de son arcade où un éclat a frôlé plus tôt. Au sol, le chaos s'amplifie. Les Panzer III de la 10e Panzer-Division, commandés par le général Rommel en personne, traversent la Marne sur des ponts improvisés, leurs chenilles broyant les berges boueuses. Les fantassins de la 55e division d'infanterie française, armés de fusils MAS-36 et de grenades, contre-attaquent en vain, leurs mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm balayant les flancs allemands sans arrêter l'avancée. L'ordre absurde, émanant du général Weygand qui a remplacé Gamelin la veille, visait à contenir l'ennemi sur la Marne pour 18 heures, le temps que l'armée du centre se replie vers la Loire. Mais les renseignements étaient pourris. Les intercepteurs français n'avaient pas détecté les concentrations de la Fliegerkorps 8 avec ses 300 appareils prêts à décoller de base en Belgique. Pas de liaison avec les services secrets alliés, qui signalaient déjà l'encerclement complet. À Paris, dans les salons lambrissés du quai d'Orsay, des officiers comme le colonel de Villelume notent les pertes sur une carte, des croix anonymes pour des vies réelles, des pères, des frères, des fils. La formation de Duval fond comme neige au soleil. Un signal radio paniqué du GC2, 7. Nous sommes à 3 appareils. Les Stuka nous massacrent. Et en effet, une vague de Ju-87B2 pique à nouveau, leur bombe SC-250 dévastant un bunker de commandement près de Reims. Duval mène une contre-attaque désespérée, ses MS, 406 slalomant entre les traînées luminescentes des balles allemandes. Vous sentez la sueur couler sous le casque, le manche vibrant comme un animal blessé, tandis qu'un Bf-109F, un modèle plus récent, avec hélice à pas variable, fond sur roue. Marcel vire sec, évitant la première passe, et riposte d'une salve qui perce le capot moteur. L'Allemand fume, mais un second le prend en enfilade, ses canons MGFF crachant du 20 mm. L'aile de roue se disloque dans une gerbe d'étincelles. Son avion bascule, en vrille incontrôlable. « Marcel, non !» hurle Duval dans le micro, et poussant les gaz pour le suivre. Mais c'est trop tard. Le MS-406 de roue s'écrase sur une colline, une explosion sourde marquant la fin d'un Provençal qui rêvait de retour à Marseille, une bouteille de pastis à la main. 6 pertes pour l'escadrille maintenant, et les radios des autres groupes pleurent des chiffres pires. 30 appareils abattus au total, les 9 escadrilles saignées à blanc. Les survivants, une dizaine par formation, volent en essaim erratique, leur réservoir tout sautant, le carburant à sec pour la plupart. Duval compte 5 MS, 406 encore en l'air avec lui, dont 2 endommagés, leurs instruments fous. Reims émerge enfin, ses flèches gothiques pilonnées par des E-111H6 qui larguent des bombes incendiaires, transformant la ville en brasier. Le pont de la Marne, objectif vital, est un chaos de poutres tordues et de soldats fuyant sous les tirs des MG-34 montés sur Halftrax SDKFZ 251. Duval ordonne une passe basse, ses mitrailleuses arrosant un convoi ennemi, abattant un camion chargé d'obus pour les flaques 88. Des impacts font jaillir des flammes, un cri de triomphe dans la radio d'un survivant du GC3-6. Mais les renforts allemands affluent, une Staffel de Focke-Wulf FV 190 prototype, testés en secret, rejoignent la mêlée, leur moteur radio BMW rugissant dans la nuit. Duval émerge de la passe, son avion tremblant, une alarme carburant stridente dans le cockpit. La lune perce les nuages, baignant le champ de bataille d'une lueur fantomatique, révélant les parachutes flottants des pilotes alliés capturés. L'ordre absurde les a conduits ici, au bord de l'abîme, où tenir signifie mourir. Pourtant, Duval resserre les dents. On couvre le pont jusqu'au bout, les gars, pour la France. Mais au fond, il sait que l'aube apportera le verdict final, un massacre qui scellera le sort de la ligne de défense, et peut-être de la nation elle-même. Les moteurs ennemis grondent plus fort, et la nuit s'épaissit d'ombres menaçantes. L'aube pointe à peine à l'horizon, un filet de lumière grise perçant les nuages lourds au-dessus de Reims, comme une promesse brisée dans le tumulte de la nuit. Les MS
406 survivants de l'escadrille GC-8 volent bas maintenant, ras du sol pour éviter les radars allemands. Leur moteur hispano-suiza tout ce temps sous l'effort prolongé, le carburant raclant le fond des réservoirs. Duval serre le manche, ses jointures blanchies, tandis que le vent froid de l'aube fouette le pare-brise fissuré. Vous sentez l'épuisement s'infiltrer, une lourdeur dans les membres, comme si le poids de toutes ces heures de combat vous écrasait. L'odeur de sueur aigre et de métal surchauffé saturant le cockpit étroit. La radio crachote des murmures désespérés des autres escadrilles. Le GC-24 n'a plus que 2 appareils. Le 3-6 signale un pilote éjecté capturé par les SS au sol et les 9 formations françaises, autrefois un mur d'acier, ne sont plus qu'une poignée d'âmes errantes dans le ciel. Capitaine, le pont tient encore, mais les panzers traversent en force, rapporte un survivant du GC-5, sa voix un filet ténu au milieu des parasites. Duval jette un œil en bas, la Marne bouillonne de débris, le pont central, un ouvrage en acier renforcé datant de 1914, ploie sous les charges des KFZ 251 qui déversent des grenadiers de la 7e division d'infanterie motorisée. Les obus des canons de 75 mm français éclatent en gerbes inutiles, tandis que les flak 36 de 80 mm allemands, montés sur remorque, arrosent le ciel d'un feu nourri, leurs projectiles de 4 kilos zébrant l'air comme des comètes mortelles. L'ordre absurde, ce décret fou émanant du quartier général de Weygand à Briare, visait à fixer l'ennemi pour couvrir la retraite vers la Loire. Mais sans appui des chars Matilda britanniques cloués à Dunkerque, c'est une hécatombe. Les services de renseignement, le SR, service de renseignement, avait intercepté des signaux Enigma déformés, sous-estimant la Luftwaffe de Kesselring, qui aligne maintenant 400 appareils contre les 120 Français initiaux des 9 escadrilles. Un grondement nouveau ébranle l'air, des Focke-Wulf FBV 189. Ouhou, ces chouettes bimoteurs à double queue émergent des nuages bas, leurs moteurs Argus AS-410 vrombissant comme des insectes géants. Ces appareils de reconnaissance, armés de mitrailleuses MG-15, guident les vagues de bombardiers, repérant les survivants français avec leurs caméras Leica. Duval pique sec, son MS-406 frôlant les toits en flammes de Reims, évitant une rafale qui arrache des tuiles centenaires. Vous êtes projeté en avant, le jet vous collant à l'appui-tête, le cœur battant au rythme des explosions distantes où des Hush 111P larguent leurs bombes PC-1400 sur les casemates de béton. « À l'attaque, formation Delta !» ordonne Duval, sa voix rauque dans le micro. Les 5 appareils restants, dont le sien, avec une aile rafistolée à la va-vite en vol, se lancent, les mitrailleuses de 5 mm crachant des salves synchronisées. Un Ouhou vacille, son observateur mitraillé dans sa tourelle dorsale et s'écrase sur une grange en feu, illuminant les vignes noircies. Mais la riposte est féroce. Une staffelle de Bf 109 F2, pilotée par des vétérans comme Hans-Joachim Marseille en formation, font sur eux depuis l'Est, leurs hélices VDM à pas variable leur donnant un avantage en vitesse de 580 km/h. Marcel Roux est parti, Pierre Laurent aussi, mais un jeune sergent, Louis Bertrand, 21 ans de Lyon, couvre le flanc gauche. « J'en ai un !» crie-t-il, abattant un 109 d'une passe osée, les balles traçantes perforant le réservoir d'essence C3. L'Allemand explose en une gerbe de flammes bleutées, ses débris pleuvant sur un champ de blé piétiné par les chenilles des Panzer IV AOSF. D. Pourtant, le triomphe est éphémère. Un autre Bf 109 enfile Bertrand, ses canons MG 151-20 de 20 mm déchirant la fuselage. L'avion français fume, le pilote éjectant son siège en urgence, son parachute s'ouvrant comme une fleur blanche au-dessus des lignes ennemies. Vous imaginez sa chute, le vent le poussant vers les baïonnettes des Fallschirmjäger qui patrouillent, prêts à capturer ou abattre. Dans les coulisses de ce pandémonium, l'absurdité de l'ordre se révèle dans ses moindres détails.
à Vincennes, dans le bunker du grand quartier général, Weygand, avec son monocle et son air martial, a approuvé la directive sur la foi d'un rapport du colonel Rivet, chef du 2e bureau, qui citait des observations aériennes, fantômes. Aucune analyse des photos de reconnaissance prises par les blocs MB. 210. Juste des suppositions hâtives. On croyait les Allemands affaiblis après l'offensive de Sedan, ignorant que la Flak Division 1, avec ses 500 canons, couvrait déjà les approches de la Marne. Les communications radio, via les postes SCR 508, sont saturées d'interférences, des brouillages allemands avec des émetteurs directionnels, transformant les ordres en charabia. Avancer sur Reims devient abandonner Reims. Aucune liaison avec les unités au sol, comme la 20e division d'infanterie qui se bat à la baïonnette près d'Épernay, leurs fusils Lebel 1886 crachant des balles de 8 mm Lebel contre les MP40. Les 9 escadrilles, sacrifiées pour un délai illusoire, ignorent que De Gaulle, depuis son PC à Montcornet avec la 4e DCR, radio le GQG en vain, ligne de la Marne rompue, retirez les airs. Duval émerge d'un looping inversé, son avion protestant avec un grincement d'ailes, pour intercepter un Ju 88 A4 qui pique sur le pont. Les bombes de 1000 kilos sifflent, explosant en geysers d'eau et de pierre, emportant une section de génies français avec leurs outils et leurs charges de plastique. Duval presse la détente, ses 6 mitrailleuses, 2 dans le nez, 4 dans les ailes, arrosant le bombeur. Des impacts fleurissent sur la carlingue rivetée. Forçant l'équipage à larguer son chargement prématurément, une bombe touche un half-track allemand par erreur. Une ironie sanglante qui fait rire Jaune dans la radio. « Continuez, capitaine, on les saigne !» encourage un pilote du GC3-6, mais sa voix s'étrangle quand un éclat de Flak 88 perce son réservoir. L'avion coule comme une pierre, s'abîmant dans la Marne avec un plouf étouffé. Les pertes s'accumulent. 7 pour l'escadrille de Duval, maintenant, 4 appareils titubant dans le ciel naissant. Les autres escadrilles rapportent un bilan effroyable, 40 abattus au total, les survivants volant sur la réserve, leur MS. 406 poussés au-delà des 1000 chevaux du moteur. Reims est un enfer. La cathédrale, miraculeusement intacte, domine un paysage de ruines, où des civils fuient sous les tirs croisés, leurs charrettes chargées de matelas et d'enfants terrifiés. Les panzers de Rommel avancent, leurs tourelles KWK 37 de 37 mm pivotant pour abattre les derniers canons français. Duval ordonne une dernière passe. « Couvrez le flanc ouest, pas un pas en arrière !» Mais son indicateur de carburant clignote frénétiquement. Et un nouveau essaim de BF 109 G1, avec leurs superchargeurs améliorés, pointe à l'horizon. Au milieu de cette furie, la rage de Duval se mue en une résolution froide. Cet ordre, né de l'arrogance des états-majors parisiens, Gamelin limogé, Weygand aux commandes sans vision, a transformé des héros en martyrs. Louis Bertrand, capturé au sol, subit déjà l'interrogatoire d'un officier Gestapo, tandis que les radios alliées depuis Londres diffusent des SOS ignorés. L'aube illumine les épaves fumantes, un cimetière aérien où les 9 escadrilles gisent brisées. Duval pousse les gaz une fois de plus, visant un Zersterer BF 110 qui harcèle un allié. Mais le doute ronge. Combien de temps avant que le carburant ne lâche, avant que le piège ne se referme complètement? Les moteurs ennemis rugissent plus près, et le soleil levant teinte le ciel de cendre, annonçant un jour qui pourrait bien être le dernier pour tant d'entre eux. Le soleil grimpe lentement, un œil rouge et implacable qui baigne le ciel de la Marne d'une lumière crue, révélant les cicatrices du champ de bataille comme des plaies ouvertes. Les MS 406 de l'escadrille, GCI-8, réduits à 4 ombres titubantes, filent à basse altitude, leur moteur Hispano-Suiza 12 Ibiane crachotant des flammes intermittentes, le carburant pompé au compte-gouttes depuis des réservoirs percés. Duval cligne des yeux contre l'éblouissement, le pare-brise éclaboussé d'huile et de sang séché, le sien d'une égratignure à la tempe.
Vous sentez la chaleur du soleil filtrer à travers les vitres, contrastant avec le froid persistant de la nuit, tandis que le sol défile en un blur de champs labourés par les obus et de villages en cendres. L'odeur de terre humide et de poudre brûlée monte par les ouïes d'aération, un relent qui colle à la gorge comme un présage de faim. Capitaine, on n'a plus que 10 minutes de vol. Les réservoirs fuient comme des passoires, signale le lieutenant adjoint. Un certain Paul Moreau, 25 ans, un Bordelais au nerf d'acier qui a remplacé Roux à la droite de la formation. Duval hoche la tête dans le vide, son regard fixé sur le pont de la Marne, maintenant un squelette de ferraille tordu sous les assauts incessants. En bas, les Panzersieg de la 5e Panzerdivision, menés par des officiers comme le colonel Rothenburg, franchissent des décombres en convoi, leurs chenilles de 55 cm broyant les corps des artilleurs français, tombés avec leurs canons de 105 mm Schneider. Les survivants de la 36e division d'infanterie, armés de fusils Berthier et de baïonnettes, contre-attaquent en vagues suicidaires. Mais les mitrailleuses MG-42, des prototypes testés ici, fauchent les rangs comme une moissonneuse infernale. La radio explose soudain en un chœur de voix brisée. Les escadrilles alliées, ce qui reste des GCI 7, 2, 5 et des autres 7 formations, hurlent leur position. Ici, GC 3, 4, on est cloués. Des flak 88 partout, au moins une batterie par kilomètre. Un autre. Perte critique, 35 abattus depuis l'aube. Weygand nous a vendus. Duval coupe le son un instant, le grésillement trop assourdissant, mais la vérité suinte comme l'huile de son moteur. L'ordre absurde, cette directive folle signée par le général Maxime Weygand lors de la conférence de Briard la veille, repose sur un château de cartes. Les renseignements du 5e bureau, compilés à partir de vol Pothèse 63. 11 incomplets ignoraient les concentrations de la JG-2, la 2e escadre de chasseurs allemandes avec ses 80 Bf-109 stationnés à Étain. Pas de décryptage précis des codes Luftwaffe, juste des rumeurs de faiblesse ennemie après la bataille de France initiale. À Paris, dans les sous-sols du ministère de l'Air, le colonel Charles Christienne note les chiffres sur un tableau noir. 120 appareils français lancés, 70 déjà perdus, et pour un gain nul. La retraite vers la Loire est compromise, les routes encombrées par les réfugiés et les camions Lafly V15. Un vrombissement sourd monte de l'Est. Une vague de dorniers d'eau 17Z, les Fliegender Bleistift, comme les surnomment les pilotes ennemis, surgit des nuages, escortés par une rotte de BF 109G. Leurs moteurs Jumeau 211J rugissent, larguant des bombes SD-50 sur les positions françaises le long de la berge. Duval pousse le manche en avant, son MS. 406 plongeant comme un faucon affamé, les ailes frôlant les cimes des peupliers calcinés. Vous êtes collé au siège par la décélération brutale, le sang affluant à la tête, tandis que les mitrailleuses Mac 1934 de 7,5 mm aboient en rafale de 1200 coups par minute. Les balles traçantes zèbrent l'air, perçant le ventre d'un Do-17. L'avion allemand vomit une traînée de carburant, s'écrasant dans la Marne en une explosion qui fait jaillir des colonnes d'eau boueuses. « Touché, un de moins !» grogne Duval dans le micro. Mais un Bf-109 riposte instantanément. Ses canons de 30 mm MK-108, une nouveauté dévastatrice crachant un obus qui frôle l'empennage de Moreau. Le lieutenant vire à tribord, évitant la mort de justesse, mais l'explosion propulse des éclats qui percent son réservoir. « Je perds de l'altitude, moteur en surchauffe !» crie-t-il, sa voix paniquée filtrant à travers les parasites. Duval inverse sa trajectoire. Un tonneau qui fait gémir les longerons d'acier du MS, 406, et intercepte le chasseur allemand. Une passe frontale, nez à nez, les deux appareils se frôlant à 600 km/h. Les mitrailleuses crachent mutuellement, des impacts fleurissant sur les capots comme des furoncles. L'Allemand, un lieutenant de la Luftwaffe, peut-être un certain Helmut Liepfert, pique en fumée, mais Moreau n'a pas cette chance. Son avion touche le sol près d'un bois, rebondissant sur une souche avant d'exploser en une boule de feu qui illumine les visages terrifiés des civils cachés dans les fossés.
3 appareils restants pour l'escadrille, et Duval sent la solitude l'envahir comme un froid mortel. Les autres formations saignent pareillement. Un signal du GC-27 rapporte 20 survivants sur 40, volant en cercle défensif au-dessus d'Épernay, harcelés par des Heinkel E-113 prototypes. Au sol, la 14e division légère de cavalerie, avec ses automitrailleuses AMD-35, tente une contre-attaque, mais les Stukajuk 87R, modifiés pour le vol rasant, les mitraillent de leurs canons de 37 mm BW-151. L'ordre absurde, relayé par les postes radio TRC type A, ignorait ces détails. Weygand, briefé par un état-major paniqué après la chute de Gamelin, croyait à une pause allemande pour regrouper les forces. Mais les écoutes radio du SR avaient capté des fragments, des ordres de Hugo Sperl pour une offensive totale, déformés par les brouilleurs allemands. Aucune coordination avec les Britanniques. Churchill, depuis Londres via le canal Transmanche, envoie des Blenheim 4 en appui tardif, mais ils arrivent trop loin, détournés par la bataille de Dunkerque. Duval remonte, son avion vibrant comme un animal blessé, pour couvrir un convoi de l'armée de terre. Des Renault UE chenillés évacuant des munitions vers le sud, mais un essaim de FW-90A1. Ces nouveaux chasseurs radio, avec leur BMW 801, font sur eux depuis le soleil, leurs ailes courtes leur donnant une maniabilité diabolique. « Formation en ligne, couvrez les camions !» ordonne Duval, sa voix un rauquement épuisé. Les MS 406 se déploient, mitraillant les approches, abattant un FBC 190 qui s'écrase sur un champ de betteraves, ses 250 litres d'essence C3 alimentant un incendie vorace. Pourtant, un autre enfile le sergent-chef restant, un Toulousain nommé André Vidal, ses balles de 13 mm MG 131 déchirant les gouvernes. Vidal bascule, son parachute s'ouvrant tardivement. Il atterrit dans un no man's land où des patrouilles de la Wehrmacht le traquent déjà, leurs chiens aboyant dans le matin brumeux. Seul maintenant, Duval vole en zigzag, son indicateur de carburant à 0, le moteur calant par à-coups. Reims est derrière, un brasier distant et la Marne coule rouge de sang et de mazout. Les radios des escadrilles agonisent. Fin de mission, retour impossible. 45 appareils perdus au total, les 9 formations brisées, un holocauste aérien pour rien. Duval murmure une prière, les yeux sur l'horizon où les panzers avancent inexorables. Mais un dernier BF-109 le repère, virant pour la mise à mort. Le ciel s'embrase d'une nouvelle salve, et le destin pèse, suspendu à un fil de gaz mourant. Le soleil monte haut maintenant. Un disque impitoyable qui transforme le ciel en fournaise, où l'air surchauffé fait danser les mirages au-dessus des plaines ravagées de la Marne. Le MS 406 de Duval, un fantôme cabossé aux ailes criblées d'impact, vole en rase-motte, slalomant entre les peupliers noircis et les cratères fumants des bombes. Le moteur Hispano-Suiza 12JDL-31 tout saute comme un mourant, les derniers litres d'essence 100 octanes pompés dans un filet désespéré, tandis que l'hélice à pas variable grince en cadence irrégulière. Vous sentez le cockpit se remplir d'une chaleur étouffante, la sueur coulant en ruisseaux salés sur le visage de Duval, mélangeant sel et sang de sa tempe entaillée. L'odeur âcre de caoutchouc fondu et de glycol suintant du radiateur envahit l'habitacle. Un rappel constant que la machine, comme l'homme, touche à ses limites. Derrière lui, le BF-109G1 le talonne, un prédateur implacable aux ailes marquées de la croix noire. Son moteur Daimler-Benz DB605 a rugissant à pleine puissance. Le pilote allemand, un oberlieutenant de la JG-26, peut-être un as comme Adolphe Galland en personne, ajuste sa mire, ses canons MG-131 de 13 mm et son MK-108 de 30 mm chargés pour la curée. Duval jette un regard par-dessus son épaule, le pare-brise arrière, offrant une vue déformée du chasseur qui gagne du terrain, ses traînées de condensation comme des griffes tendues. « Pas aujourd'hui !» murmure-t-il entre ses dents.
poussant le manche en avant pour coller au sol, frôlant les herbes hautes d'un champ labouré par les chenilles des Panzer IV AOSF, eux qui avancent inexorablement vers l'ouest. La radio, muette depuis des minutes, crachote enfin un dernier souffle, une voix anonyme du GCI-3, un fantôme parmi les survivants. « Capitaine Duval, c'est fini. Reims tombé. Ordre annulé. Rentrez si vous pouvez. » Mais Duval sait que c'est trop tard. Les 9 escadrilles, lancées dans cette charge suicidaire sur la foi d'un commandement aveugle, gisent éparpillées comme des feuilles mortes. 90 appareils abattus ou forcés à l'atterrissage d'urgence, leurs pilotes, des Provençaux, des Parisiens, des Bretons, prisonniers, morts ou errants dans les lignes ennemies. L'escadrille GC I-28 n'est plus qu'un souvenir. Duval est le dernier, un témoin solitaire d'un sacrifice absurde dicté par les erreurs des salons parisiens. Au cœur de ce délire stratégique, loin des cieux ensanglantés, l'ordre absurde se dissèque dans les archives enfumées du haut commandement. À Briare, lors de la conférence du 12 juin avec Churchill et Reynaud, le général Weygand, fraîchement nommé après la disgrâce de Gamelin, a scellé le sort en insistant sur une défense à outrance sur la Marne, sans carte précise ni liaison avec les services britanniques. Les renseignements du 2e bureau, compilés par le colonel Louis Rivet, reposaient sur des vols de reconnaissance des Farman F, 222 incomplets, ignorant les 500 appareils de la Fliegerkorps 4 sous Wolfram von Richthofen, prêts à écraser toute résistance. Pas de décryptage des transmissions allemandes via les postes interceptés à Bletchley Park, alliés ou non, les Français opéraient en silo. Les radios TRC 90, saturées par les brouilleurs Seafunk, transformaient les ordres en chaos. Couvrer Reims devenait un appel au vide, tandis que les panzers de Guderian, avec leur radio FUG-5, coordonnaient à la perfection l'avancée de la première armée Panzer vers Paris. Duval vire sec à gauche, son avion frôlant un bunker effondré de la ligne Maginot, ses murs de béton armés encore chauds, des obus des canons Skoda 220 mm. Le BF 109 suit, trop confiant, et Duval inverse en un chandelle improvisé, le nez pointé vers le soleil éblouissant. Vous êtes secoué dans le siège, léger forçant un vertige qui brouille la vue, le monde se réduisant à un tourbillon de bleu et d'or. Les mitrailleuses de 5 mm Mag crachent une rafale désespérée, 600 coups par minute zébrant l'air. Des impacts touchent le capot de l'Allemand. Le moteur fume, un filet noir s'échappant du radiateur, mais le pilote riposte d'une salve qui déchire l'aile droite de Duval. Des éclats de duralumine volent, perçant le fuselage, et une douleur fulgurante traverse l'épaule du capitaine, une balle logée près de l'os, du sang chaud imbibant sa combinaison. L'avion allemand pique, hors de contrôle, s'écrasant dans un bois proche d'un hurlement de métal tordu, une explosion qui fait trembler le sol. Victoire pyrrhique. Duval resserre la formation imaginaire autour de lui, seul dans le vide, tandis que son MS 406 perd de l'altitude inexorablement. Le moteur cale enfin, un silence assourdissant remplaçant le vrombissement, seulement rompu par le sifflement du vent sur les gouvernes endommagées. Pour Pierre, pour Marcel, pour tous, souffle-t-il, cherchant un champ dégagé au milieu des vignes incendiées. En bas, les colonnes allemandes avancent. Des Kübelwagen transportant des officiers SS, des motos BMW R71 escortant les half-tracks et les premiers drapeaux à croix gammées flottant sur les ruines de villages comme dormants. Ils forcent un atterrissage d'urgence, les roues touchant le sol dans un nuage de poussière et d'herbe arrachée. L'appareil glisse, heurte une souche et s'immobilise dans un grincement final, le nez enfoui dans la terre molle. Duval détache ses sangles, la douleur irradiant de son épaule, et sort, en titubant, l'air pur de la campagne contrastant avec l'enfer du cockpit. Vous imaginez sa silhouette usée dans l'uniforme taché, scrutant l'horizon où les panzers grondent comme un orage roulant.
Des paysans, cachés dans une ferme voisine, l'aperçoivent et font signe, un abri, un bandage improvisé avec des chiffons propres. Mais les patrouilles ennemies rôdent déjà. Leurs chiens reniflent en l'air chargés d'essence. Les conséquences s'abattent comme une vague inexorable. Dans les jours suivants, la ligne de la Marne s'effondre, Paris déclaré ville ouverte le 14 juin, l'armistice signé à Retonde le 22. Les 9 escadrilles, ce mur humain de pilotes comme Duval, ont payé de leur vie pour un délai illusoire. 112 appareils perdus, 87 pilotes tués ou capturés, un saignement qui accélère la chute de la France. Duval, évadé par miracle via les réseaux de la résistance naissante, rejoindra de Gaulle à Londres, son témoignage alimentant les feux de la revanche. Mais l'ordre absurde hante encore. Une décision née de la panique, des égos froissés et d'une intelligence défaillante, transformant des héros en ombre. Au crépuscule, alors que les premiers avions allemands survolent la campagne conquise, Duval regarde le ciel, se demandant si le sacrifice aura valu la lumière au bout du tunnel. La guerre continue, impitoyable, mais la mémoire de ses ailes brisées forge l'avenir, un serment silencieux dans le vent de la défaite.